Je me souviens parfaitement de ce jour-là, chaque détail, chaque mouvement, chaque expression sur le visage de mon mari, Laurent, quand il m'a lancé ces paroles cruelles, en plein tribunal de la petite ville de Blois. Il était là, dans son costume gris anthracite impeccable, celui que je lui avais offert pour son anniversaire l'année précédente, le regard hautain, comme si j'étais une inconnue insignifiante plutôt que la femme avec qui il avait partagé 15 ans de vie commune. Bonne chance pour ne pas crever de faim, avait-il dit, sa voix pleine de mépris, alors que le juge, Madame Moreau, une femme dans la cinquantaine aux tempes grisonnantes et au regard sévère, levait les yeux de ses dossiers, visiblement surprise par la violence de ses propos. Mais je ne me suis pas laissé déstabiliser. Sans un mot, j'ai sorti de mon sac un document qui a coupé le souffle à tout le monde, y compris à lui. Ce papier allait changer le cours de notre histoire, mettre à nu tout ce qu'il avait tenté de cacher derrière ses beaux discours et son apparence soignée. Pour comprendre comment nous en étions arrivés là, il faut revenir plusieurs mois en arrière, voire plusieurs années. En réalité, les racines de cette histoire plongent jusqu'au tout début de notre rencontre. À l'époque, j'étais trop éprise pour percevoir les premiers signaux d'alarme. Nous nous étions rencontrés lors d'un anniversaire commun dans un petit restaurant cosy de Tours. J'avais 23 ans, toute fraîchement diplômée de l'Institut de formation des maîtres, et j'enseignais dans une école primaire modeste à Chambray-les-Tours. Le salaire n'était pas mirobolant, mais j'adorais mon métier, les enfants, la simplicité de ma vie. Laurent est arrivé comme un éclair dans cette existence paisible, grand, élégant, le regard assuré, un sourire charmeur en bandoulière. Il travaillait pour une grande entreprise d'immobilier, en tant que directeur adjoint des ventes, et semblait connaître le monde des affaires sur le bout des doigts. Dès notre première rencontre, il m'a offert une coupe de champagne, et j'ai senti mes jambes faiblir. Les premiers mois de notre relation ressemblaient à un conte de fées, bouquets de roses, dîners dans des restaurants étoilés, cadeaux luxueux. Il savait exactement comment me faire tourner la tête, jonglant avec les mots doux et les attentions calculées. Lorsque, 6 mois plus tard, il m'a demandé ma main, j'ai dit oui sans hésiter. Mes parents, des gens simples de la campagne tourangeaise, mon père ouvrier dans une usine locale, ma mère infirmière dans une clinique de quartier, étaient ravis. Pour eux, Laurent incarnait la réussite, le prince charmant qui emmenait leur fille vers un avenir doré. Le mariage fut somptueux, organisé dans un château près de Blois, avec une réception fastueuse où la mère de Laurent, Madame de la Croix, veillait à chaque détail avec une rigueur impressionnante. Elle était directrice financière dans une grande société, femme autoritaire et exigeante, habituée à ce que tout soit parfait. Dès le début, elle m'a fait comprendre que je devais être à la hauteur du rang de sa famille. Adieu les robes bon marché et le maquillage de supermarché, tout devait être chic, élégant, irréprochable. Pendant les premières années, j'ai essayé de correspondre à cette image, dépensant une grande partie de mon salaire en soins de beauté, vêtements haut de gamme, salon de coiffure. Laurent était satisfait, il me présentait fièrement à ses collègues et partenaires comme sa charmante épouse institutrice, ce qui renforçait son image de cadre ambitieux. Mais peu à peu, tout a commencé à changer. Laurent s'attardait de plus en plus tard au bureau, évoquant des projets importants et des réunions décisives. Ses week-ends étaient souvent consacrés au golf ou à la pêche avec ses amis. Quand j'essayais de parler de nous, de notre couple, il balayait mes paroles d'un geste impatient, arguant que ces rencontres informelles étaient cruciales pour sa carrière. 3 ans après notre mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ce n'était pas prévu, mais j'étais heureuse, convaincue que cet enfant nous rapprocherait, ranimerait la flamme qui s'était éteinte entre nous. Mais la réaction de Laurent m'a glacée. Il est devenu pâle, puis rouge de colère, me demandant froidement si j'étais sûre de vouloir garder ce bébé maintenant, alors qu'il visait une promotion importante. Sa mère, toujours prête à défendre son fils, est même venue chez nous pour me faire comprendre que j'étais irresponsable. Un bébé, disait-elle, c'était un gouffre financier, une distraction pour Laurent, qui devait se concentrer sur sa carrière. J'ai pleuré pendant 3 jours, puis j'ai pris une décision ferme. Je garderai cet enfant. C'était mon bébé, et si Laurent ne voulait pas s'en occuper, je le ferais seule. J'avais mon travail, mes parents, mon courage. Laurent a hoché la tête sans un mot, son regard froid et distant me transperçant. Dès lors, il s'est éloigné de moi, dormant dans la chambre d'amis sous prétexte que je ronflais à cause de la grossesse, ignorant mes rendez-vous médicaux, absent de la naissance de notre fille. Sophia. Elle est née en avril, fragile, minuscule, avec de grands yeux noisettes qui semblaient absorber le monde entier. Laurent est venu la voir seulement le 3e jour, apportant un bouquet et une enveloppe avec de l'argent pour les premiers achats. Puis il est parti, sans un mot, sans un regard. Les mois suivants furent un enfer. Sophia pleurait souvent, dormait mal, et moi, je sombrais dans une dépression postpartum que personne ne voulait voir. Laurent rentrait tard, parfois pas du tout, laissant l'argent sur la table comme s'il payait un service et non pas pour sa famille. Mes parents venaient m'aider, ma mère prenant des congés pour garder Sophia, mon père apportant des courses, réparant ce qui cassait à la maison, silencieux mais présent. Quand Sophia a eu 1 an, j'ai repris le travail, l'inscrivant en crèche. L'école était mon refuge, un lieu où je retrouvais un semblant de normalité. Mais à la maison, la tension montait.
Laurent, maintenant promu chef du département, gagnait beaucoup plus, mais au lieu d'être fier de moi, il critiquait mon apparence, me reprochant d'avoir pris du poids, de m'habiller comme une simple institutrice de province. Pourtant, il refusait de financer mes soins esthétiques, estimant que je devais me débrouiller avec mon maigre salaire. Sa mère ne manquait jamais une occasion de me juger. La poussière sur les étagères, les jouets éparpillés, les repas trop simples. Elle passait à peine du temps avec Sophia, comme si elle était une étrangère. Malgré tout, Sophia grandissait, vive, curieuse, cherchant l'attention de son père qui la repoussait comme une mouche importune. Il vivait pour sa carrière, dépensait son argent en costumes, montres et gadgets, achetant une nouvelle voiture à chaque promotion, partant en vacances avec ses amis sur des rivages que ma fille et moi ne verrions jamais. J voulait sauver notre famille, pour Sophia. Je supportais l'humiliation, le froid, le mépris, souriais sur les photos qu'il postait sur les réseaux sociaux pour préserver l'illusion d'un couple parfait. Puis est arrivé son anniversaire, ses 7 ans, sa rentrée en CP. J'avais organisé une petite fête à la maison, invité ses amis, préparé un gâteau, décoré l'appartement de ballons colorés. Sophia attendait son père, courant sans cesse à la fenêtre. Il avait promis d'être là à 16h avec un cadeau. Elle n'est jamais venue. À minuit, il est rentré ivre, imprégné d'un parfum étranger. Sur son col, une trace de rouge à lèvres. Il n'a même pas demandé comment s'était passée la fête, s'est écroulé sur le lit sans se déshabiller. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil, assise dans la cuisine, pensant à la femme que j'étais devenue. Une ombre, un accessoire sans valeur pour un homme qui ne m'aimait plus. Le lendemain, j'ai décidé, je demanderai le divorce. Sophia méritait mieux que de voir sa mère se laisser écraser. Quand j'ai annoncé ma décision à Laurent, il a ri, certain que je reviendrais en rampant. Puis, voyant mon sérieux, il a changé de ton, menaçant de me prendre l'appartement que nous avions acheté ensemble, de me priver de ma fille, affirmant que sa mère, avec ses connexions, ferait tout pour me faire passer pour une mère indigne. Je suis restée silencieuse, mais au fond de moi grandissait une force nouvelle. Toutes ces années d'humiliation m'avaient forgé. Je ne craignais plus Laurent, ni la solitude. Seule une chose m'effrayait, perdre Sophia. Mais je savais que je me battrais jusqu'au bout. Les semaines suivantes furent rythmées par les rendez-vous avec mon avocate, Madame Lefebvre, une femme expérimentée et déterminée. Elle m'a assuré que j'avais de bonnes chances de garder Sophia et de faire valoir mes droits sur l'appartement, malgré la puissance de Laurent et de sa mère. Laurent ne restait pas inactif. Il engagea un avocat redoutable et usait de toutes ses relations pour me déstabiliser. Mais j'avais un atout secret, un document découvert par hasard, enfoui dans un dossier au bureau de Laurent, un papier qui allait tout changer. La veille de l'audience, je tenais ce document dans ma main, sentant son poids symbolique. Sophia dormait dans la chambre à côté, paisible, innocente. Pour elle, j'étais prête à affronter le monde entier. Le jour du procès, en entrant dans la salle d'audience, mon cœur battait la chamade. Le petit tribunal, avec ses hauts plafonds et ses fenêtres anciennes, semblait écrasant. Le juge, Madame Moreau, était déjà installée, observant chacun avec minutie. Laurent arriva 5 minutes avant le début, accompagné de sa mère, dans un tailleur noir impeccable, l'air hautain. Ils passèrent devant moi sans un regard, comme si j'étais invisible. Son avocat me jaugea d'un air condescendant avant de chuchoter à Laurent, qui sourit avec mépris. Les plaidoiries commencèrent. L'avocat de Laurent parla longuement de ses efforts pour subvenir aux besoins de la famille, accusant mon travail d'institutrice de ne pas être à la hauteur, blâmant ma décision de garder l'enfant contre la volonté de son client, décrivant une femme égoïste et ingrate. Je serrais les mains sous la table, écoutant, étonné de la déformation des faits. Madame Lefebvre me rassurait d'un regard, me demandant de rester calme. Puis ce fut au tour de Laurent et sa mère de prendre la parole, critiquant ma gestion du foyer, mon apparence, mon prétendu manque d'attention envers Sophia. Chaque mot était une gifle silencieuse. Mais je savais la vérité. Sophia avait toujours été entourée d'amour, malgré les absences et les silences. Quand mon avocate exposa mes arguments, soulignant mon investissement total dans notre vie familiale, l'ignorance de Laurent face aux besoins de notre fille, le tribunal sembla prendre conscience d'une autre réalité. Enfin, ce fut à mon tour de parler. Je me suis levée, tremblante, racontant l'amour que j'avais porté, le combat pour préserver ma famille, la froideur et l'indifférence qui avaient remplacé la tendresse. Ma voix était fragile, mais je continuais, jusqu'à ce que la vérité éclate. Après mon témoignage, l'avocat de Laurent reprit la parole, accusant une fois de plus d'hystérie et d'exagération, offrant un dernier espoir de réconciliation à condition que je retire ma demande. Puis vint la phrase qui fit basculer le procès. Laurent se retourna vers moi, un sourire cruel aux lèvres, me menaçant de tout perdre, la garde de Sophia, l'appartement, la dignité. Un silence glacial tomba sur la salle. Le juge fronça les sourcils, prêt à intervenir. Mais je me levai lentement, avec calme et assurance, et sortis de mon sac le document fatidique. Je le déposai sur la table du juge. Madame Moreau le prit, le lut, ses sourcils se haussèrent, ses yeux s'écarquillèrent. Elle feuilleta à nouveau, puis me regarda par-dessus ses lunettes. Derrière moi, un murmure monta, puis un bruit de surprise.
Les jours qui suivirent ce procès marquant furent un mélange étrange d'allègement et d'appréhension. Je retournais chaque matin dans notre appartement, celui que j'avais longtemps partagé avec Laurent, désormais vidé de sa présence, mais chargé de souvenirs qui semblaient peser lourdement dans l'air. La clé tremblait dans ma main à chaque fois que j'ouvrais la porte, comme si je craignais d'y trouver autre chose que le silence. Pourtant, c'était notre refuge, notre nid, celui que je voulais transformer en un vrai foyer pour Sophia. J'arpentais les pièces, ramassant les jouets éparpillés, rangeant les vêtements de ma fille, ses livres d'école. Dans la chambre que nous avions autrefois partagée avec Laurent, un petit mot m'attendait sur la coiffeuse, écrit de sa main soignée et penchée. Je reconnus immédiatement son écriture, ce mélange d'élégance et de froideur. « Tu crois avoir gagné ? Ce n'est que le commencement. Je connais ton secret. Ce document, d'où le tiens-tu ? Bientôt, tout le monde le saura. Voyons comment tu chanteras. » Alors mes mains tremblaient en déchiffrant ces mots, un frisson glacé me parcourant l'échine. Quel secret ? Je n'avais rien fait d'autre que de chercher la vérité dans nos papiers communs. Était-il persuadé que j'avais fouillé dans ses dossiers personnels ? Peu importait, je savais que je n'avais rien à me reprocher. Mais cette menace voilée annonçait que la guerre n'était pas terminée. Le soir même, mon téléphone sonna. C'était Madame Lefebvre, mon avocate, dont la voix trahissait une pointe d'inquiétude. Nous avons un nouveau problème. L'avocat de Laurent a déposé une requête en appel, contestant la validité du document que vous avez produit. Ils prétendent que vous avez pénétré sans autorisation dans son bureau et volé des documents confidentiels. Ils veulent annuler le jugement. La nouvelle me fit vaciller. Comment pouvait-il affirmer cela alors que ce document avait été trouvé dans un tiroir non verrouillé, dans notre domicile commun ? Mais je comprenais que la bataille juridique ne faisait que commencer, que j'allais devoir me battre plus forte encore. Madame Lefebvre me proposa une stratégie. Il faut prouver que ce document est lié directement à notre vie de famille, que les fonds issus de cette affaire ont servi à notre foyer. Cela peut être notre clé pour faire valoir la légitimité de la preuve. J'acquiesçai, consciente que ce combat serait épuisant, mais déterminée à ne pas céder. J'y passai les jours suivants à fouiller dans toutes mes archives. J'allais chez mes parents, qui m'accueillaient toujours avec douceur et soutien, malgré la lourdeur de mes soucis. Ma mère, fidèle à son rôle de pilier, m'enlaçait souvent, me répétant qu'on allait traverser cela ensemble. Mon père, discret mais solide, apportait les courses, réparait ce qui cassait, gardait le silence, mais son regard disait tout. Il croyait en moi. Au milieu de ce chaos, Sophia restait mon ancre. Sa petite voix, son rire cristallin, ses questions d'enfant pleines de sagesse me rappelaient pourquoi je devais tenir bon. Chaque soir, je l'abordais, sentant son souffle régulier contre ma joue, puis je me laissais envahir par la fatigue, mais aussi par une lueur d'espoir. Un après-midi, en triant de vieux papiers, je tombais sur des tickets de pharmacie et des ordonnances datant de l'époque où Laurent était censé être en déplacement professionnel, mais que je savais, grâce à mes soins, qu'il avait passé cloué au lit, malade. Une preuve supplémentaire pour contredire ses affirmations. Je rassemblai tous ces documents, les photos où il apparaissait alité, la correspondance avec sa mère qu'il avait ignorée. Ce serait notre arme secrète. Le jour de l'audience d'appel approchait, et l'angoisse me tenait en haleine. Je continuais à travailler à l'école, à enseigner à mes élèves, mais mon esprit était ailleurs, planifiant la prochaine étape. Puis, un soir, l'inattendu se produisit. Laurent frappa à ma porte. Son regard n'était plus celui de l'homme sûr de lui, mais celui d'un homme brisé. Sa chemise froissée, les cernes sous ses yeux, la barbe de 3 jours lui donnaient un air perdu, presque humain. Elle entra, sans que je le laisse vraiment décider. Je suis venu pour m'excuser, murmura-t-il, d'une voix rauque. Il me parla de ses erreurs, de ses dettes, des pressions, des menaces de ses anciens associés. Il confessa qu'il avait fui, non par lâcheté, mais pour nous protéger, Sophia et moi. Il m'avertit que ces hommes ne lui pardonneraient pas d'avoir tout fait éclater au grand jour, et qu'il pourrait chercher à nous atteindre. Dans sa main, il posa une enveloppe. Dedans, des contacts, quelques billets, une promesse d'aide en cas de danger. Ce fut un moment étrange, entre le passé douloureux et une vérité fragile, entre rancune et compassion. Je ne savais que penser. Cet homme, que j'avais tant haï, semblait soudain vulnérable, presque humain. Mais je restais prudente. Ce n'était pas encore la fin de cette histoire. Les semaines suivantes, la pression monta. L'appel fut rejeté, grâce aux preuves que nous avions accumulées. Notre victoire était nette. Laurent disparut à nouveau, laissant derrière lui un vide et un avertissement silencieux. Dans ce calme retrouvé, une nouvelle vie commençait. J'avais retrouvé ma force, ma dignité. Sophia grandissait entourée d'amour, et je sentais que l'avenir, malgré les ombres du passé, pouvait être lumineux. Pourtant, au fond de moi, une question demeurait, sourde et insistante. Jusqu'où irait-il, cet homme que j'avais aimé, détesté, combattu ? Le mystère de ses secrets, de ses mensonges, planait toujours, prêt à ressurgir. Mais pour l'instant,
je respirais. Je vivais. Et je savais que, quoi qu'il arrive, je ne serais plus jamais seule. Les jours qui suivirent cette victoire judiciaire furent un mélange étrange d'un calme retrouvé et d'une tension sourde qui ne me quittait jamais vraiment. Je savais que Laurent, cet homme dont j'avais autrefois aimé chaque sourire et dont j'avais désormais appris à craindre chaque silence, n'abandonnerait pas si facilement. J'avais gagné la bataille, certes, mais la guerre était loin d'être terminée. Chaque matin, en déposant Sophia à l'école de Saint-Cyr-sur-Loire, je sentais ce regard invisible peser sur mes épaules, comme une menace silencieuse prête à surgir au moindre faux pas mon appartement, que j'avais pris soin de réaménager avec des couleurs douces, des rideaux légers, et quelques touches de déco récupérées lors de petites brocantes, était devenu notre refuge à Sophia et à moi. J'avais troqué mes robes strictes contre des vêtements plus confortables, sans pour autant renoncer à une touche d'élégance discrète. Un chemisier de soie couleur crème, un pantalon fluide, et des ballerines vernies qui claquaient doucement sur le parquet ciré. Je voulais me sentir femme, forte, mais aussi accessible, un équilibre fragile entre douceur et détermination. Sophia, elle, était une petite fille curieuse et vive, toujours vêtue de ses petites robes à motifs floraux, avec ses cheveux blonds attachés en deux couettes rebelles qui dansaient quand elle courait dans le jardin. Ses grands yeux noisettes, héritage commun avec Laurent, étaient pleins d'une innocence que je m'efforçais de préserver coûte que coûte. Un soir, alors que la nuit tombait doucement sur la Loire et que la lumière orangée des réverbères se reflétait dans la rivière, je reçus un appel inattendu. C'était André, un homme que j'avais rencontré quelques mois plus tôt lors d'une réunion de parents d'élèves. Veuf depuis 2 ans, père d'un garçon du même âge que Sophia, il avait cette silhouette un peu voûtée et cette douceur dans le regard qui inspirait immédiatement confiance. Son style était simple, un pull en laine gris clair et un jean usé, mais son sourire, discret mais sincère, illuminait son visage fatigué. Et elle me proposa de nous retrouver au café du coin, un endroit modeste à Chinon, avec ses murs en pierres apparentes et ses nappes à carreaux rouges et blancs, où l'on servait le meilleur café crème de la région. Ce fut notre premier véritable moment à part, un instant suspendu dans le temps où, pour la première fois depuis longtemps, je sentis mon cœur battre autrement, moins lourd, plus léger. Nos échanges étaient simples. Des confidences sur nos enfants, nos blessures respectives, nos espoirs timides. André ne cherchait pas à remplacer Laurent, ni à effacer le passé. Il était là, comme un phare dans la tempête, prêt à éclairer un chemin nouveau. Sophia s'attacha vite à lui, l'appelant oncle André avec cette franchise enfantine qui désarme point. Les semaines passèrent, et André devint peu à peu une présence familière. Il venait nous chercher à l'école, aidait Sophia à faire ses devoirs, apprenait à mademoiselle à faire du vélo dans le parc voisin. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement, recouvrant le paysage d'un manteau blanc immaculé, nous étions tous réunis autour de la table, partageant un repas simple mais chaleureux. Le crépitement du feu dans la cheminée, les rires des enfants et la complicité naissante entre André et moi formaient un tableau que je n'aurais jamais osé imaginer quelques mois auparavant. Mais la vie, fidèle à son goût pour les surprises, me réservait encore des épreuves. Un matin de mars, en ouvrant la boîte aux lettres, je tombai sur une lettre sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une photographie de Laurent, bronzé, détendu, sur une plage exotique, un verre à la main, loin de nos tourments. Au dos, un message, pardonne-moi. Sois heureuse. R. Les émotions se bousculèrent en moi, la colère, la tristesse, la résignation. Je montrai la photo à André, qui, avec une sagesse tranquille, me dit qu'il valait mieux laisser partir ceux qui ne savaient pas rester. Sophia, elle, posait des questions simples, innocentes, sur cet homme qu'elle avait peu connu, mais dont elle gardait des souvenirs flous. La vie reprit son cours, ponctué de petits bonheurs et de défis quotidiens. Le printemps apporta avec lui des promenades dans les jardins de Villandry, des après-midi à cueillir des fraises, des soirées à préparer des crêpes en famille. André et moi construisions lentement une complicité, fondée sur le respect, la confiance et cette douceur rare qui apaise les cœurs meurtris. Un soir, alors que Sophia dormait profondément, je me tenais à la fenêtre, regardant les étoiles scintiller dans le ciel clair. André s'approcha doucement, posa sa main sur la mienne, un geste simple mais chargé de promesses. Je sentis une chaleur réconfortante envahir mon être, une sensation que je croyais perdue depuis longtemps. Je savais que le chemin serait encore long, entre les souvenirs, les blessures non cicatrisées, les peurs refoulées. Mais pour la première fois depuis des années, j'étais prête à avancer, à reconstruire, à aimer à nouveau. Au fond de moi, une question persistait, douce et inquiétante. Que me réservait encore le destin? Quel secret cachait le passé de Laurent, et quelle surprise le futur me réservait-il? Seule la vie, avec ses mystères et ses détours, pouvait le dire. Pour l'instant, je savourais ce présent fragile, cette paix retrouvée, cette lumière au bout du tunnel. Car parfois, il faut toucher le fond pour mieux rebondir, et chaque nouvelle aube porte en elle la promesse d'un renouveau. Les semaines s'écoulaient paisiblement, comme un fleuve tranquille serpentant à travers la campagne tourangeaile, mais en moi, une agitation sourde persistait, tapie dans l'ombre de mes pensées. Malgré la douceur d'André,
la joie que m'apportait Sophia, et la chaleur nouvelle qui réchauffait mon quotidien, un doute tenace s'insinuait, une inquiétude lancinante que je ne parvenais pas à chasser. Un matin d'avril, alors que la brume enveloppait encore les ruelles pavées de Loches, je reçus une convocation inattendue. Le courrier officiel portait le sceau du parquet de Tours. Le cœur battant, je lus que je devais me présenter pour une nouvelle audition dans le cadre de l'enquête sur les affaires financières de Laurent. Ce document, si précieux et pourtant si contesté, allait à nouveau faire surface, réveillant des fantômes que j'avais cru avoir enterrés. J'y ai passé la journée à arpenter les rues, tentant de rassembler mes esprits. La bibliothèque municipale devint mon refuge, entre les rayonnages chargés de livres anciens et les odeurs de papier jauni. J'y retrouvai un semblant de paix, mais le poids de l'attente me suivait partout. Lorsque le jour venu, je pénétrai dans le bâtiment austère du tribunal, je retrouvai Madame Lefebvre, toujours aussi déterminée, prête à me soutenir dans cette nouvelle épreuve. L'audition fut longue, ponctuée de questions précises, parfois presque intrusives, sur ma vie, mes observations, et les détails des événements passés. Mais je répondis avec honnêteté, sachant que ma vérité était ma seule arme. À la sortie, sous un ciel menaçant, André m'attendait, son regard empreint de sollicitude. Il me serra dans ses bras, un geste qui apaisa un instant les tempêtes intérieures. Les jours suivants, la vie reprit son cours, mais une nouvelle réalité s'installait. Il fallait reconstruire, non seulement pour moi-même, mais pour Sophia. Je décidai de transformer notre appartement en un véritable foyer chaleureux. Les murs, jadis froids et impersonnels, accueillirent des tableaux colorés, des photos de famille, des coussins moelleux aux motifs naïfs. Chaque détail, du tapis en laine au rideau léger, était choisi avec soin, pour créer un cocon où l'on se sentirait en sécurité. Sophia s'épanouissait, son rire clair emplit bientôt les pièces, chassant les ombres du passé. Elle développait une passion pour le dessin, recouvrant des feuilles entières de paysages imaginaires et de personnages fantastiques. Son enthousiasme communicatif me rappelait pourquoi j'avais tant combattu pour elle. André, quant à lui, était devenu une présence constante, son soutien indéfectible et sa patience infinie m'aidant à surmonter mes doutes. Sa simplicité et sa gentillesse étaient un baume pour mon âme meurtrie. Parfois, le soir, alors que nous préparions ensemble le dîner, il me racontait des anecdotes sur son fils, Mathis, un garçon espiègle et curieux, qui s'était lié d'amitié avec Sophia à l'école. Leur complicité enfantine apportait une lumière nouvelle dans notre vie quotidienne. Un soir de mai, alors que la douceur du printemps enveloppait la ville, André me surprit en me tendant un petit coffret en velours bleu nuit. Mon cœur s'emballa lorsque j'aperçus une fine bague en argent sertie d'une pierre d'un bleu profond, rappelant la couleur du ciel au crépuscule. J'y sentis une émotion intense monter en moi, mêlée d'une douce timidité. Ce simple geste, dépourvu de toute ostentation, était chargé de promesses. Il ne s'agissait pas d'un engagement formel, mais d'une invitation à continuer ce chemin ensemble, à construire une famille unie, malgré les cicatrices du passé. Je ne savais pas encore ce que l'avenir nous réservait, quels défis restaient à surmonter, mais en cet instant, je choisis d'accueillir cette nouvelle chance avec confiance et espoir. Pourtant, au fond de moi, une question restait suspendue, comme une note discordante dans une mélodie douce. Et si le passé n'avait pas dit son dernier mot? Si Laurent, ou ce qui restait de lui, préparait une dernière surprise, un dernier coup de théâtre capable de tout faire basculer. Je serrai la bague contre mon cœur, prête à affronter ce qui viendrait, forte de l'amour retrouvé, de la famille que je bâtissais, et de la femme que j'étais devenue, libre, résiliente, invincible. L'été s'installa doucement sur la vallée de la Loire, enveloppant notre vie d'une lumière dorée et d'une chaleur apaisante. Pourtant, malgré la douceur des jours qui s'étiraient entre promenades au marché de Tours et pique-niques improvisés dans les jardins de Villandry, un sentiment d'inquiétude continuait de mijoter au creux de mon ventre. Comme une ombre discrète, la présence invisible de Laurent planait encore sur nos existences, même s'il avait disparu physiquement de nos vies. Chaque matin, en préparant le petit déjeuner pour Sophia et Mathis, je sentais ce mélange étrange d'espoir et de prudence qui me poussait à ne jamais baisser la garde. André, toujours attentif, avait remarqué mon trouble, et sans jamais me brusquer, m'offrait sa présence rassurante, cette encre solide dans la tempête de mes émotions. Un jour, alors que je feuilletais un album photo avec Sophia, elle me demanda innocemment si son père pensait à elle. Sa voix enfantine, pure et sincère, me fendit le cœur. Je lui promettais qu'elle était aimée, même si les adultes avaient parfois du mal à le montrer. Cette promesse silencieuse me donnait la force de continuer, de protéger cet avenir fragile que nous construisions. Puis, un après-midi lourd de chaleur, une lettre arriva, glissée sous la porte de notre appartement à Saint-Cyr-sur-Loire. Le papier, épais et jauni, portait un cachet que je reconnus aussitôt, celui d'un notaire parisien. Mon cœur s'emballa, tandis que je déchirais l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, un testament signé de Laurent, datant d'avant son départ précipité, révélait une surprise inattendue. Il avait légué à Sophia une somme importante, déposée sur un compte suisse, destinée à financer ses études et assurer son avenir. Ce geste, aussi tardif et ambigu fut-il, bouleversa tout en moi.
Entre colère, tristesse et une étrange forme de reconnaissance, je compris que, malgré tout, Laurent avait voulu protéger notre fille, même s'il avait été incapable d'être un père présent. J.E. partageait la nouvelle avec André lors d'une soirée tranquille, assis sur le fauteuil en velours du salon, tandis que les enfants jouaient dans la chambre voisine. Il posa sa main sur la mienne, un simple contact chargé de compréhension et de soutien. Ensemble, nous décidâmes de laisser ce legs intact, une sécurité pour Sophia, sans en faire une arme ou une source de conflit. Les mois passèrent, rythmés par les rires des enfants, les devoirs partagés, les dîners improvisés et les balades au bord de la Loire. Sophia s'épanouissait, devenant une petite fille joyeuse et curieuse, toujours prête à s'émerveiller devant la beauté simple du monde qui l'entourait. Un soir d'automne, alors que les feuilles rougissaient et que l'air se faisait plus frais, André me surprit une nouvelle fois. Sans cérémonie, il me demanda si je voulais l'épouser. Pas dans un grand éclat, mais avec cette sincérité tranquille qui avait conquis mon cœur. Je sentis une vague d'émotion m'envahir, mêlée d'une douce certitude. Oui, je voulais construire cette vie avec lui, bâtir une famille où l'amour, le respect et la simplicité seraient les piliers. La cérémonie fut intime, célébrée dans une petite chapelle en pierre au cœur d'un village voisin, entourée de nos proches, de nos enfants et des rares amis fidèles. Sophia, radieuse dans sa robe blanche à petits volants, portait un bouquet de fleurs des champs cueillis le matin même. Mathis, fier et un peu nerveux, tenait les alliances avec sérieux. Ce jour-là, en échangeant nos vœux, j'eus la sensation que toutes les blessures du passé s'effaçaient peu à peu, laissant place à un avenir lumineux, plein de promesses et de sérénité. Pourtant, au fond de moi, une part d'inquiétude demeurait, subtile mais persistante. Car la vie, avec ses mystères et ses retournements inattendus, n'a jamais fini de surprendre. Et je savais, au plus profond de mon être, que l'histoire de Laurent n'était pas encore complètement écrite. Que certains secrets, bien enfouis, attendraient leur heure, prêts à refaire surface et à bouleverser à nouveau notre fragile équilibre. Mais pour l'instant, je choisis de savourer ce bonheur simple et vrai, cette paix retrouvée, ce foyer où l'on peut enfin respirer librement. Car c'est dans ces instants, entre les rires d'enfants, les regards complices et les silences partagés, que la vie révèle sa plus belle magie, celle de la renaissance, de l'espoir et de l'amour, toujours.